Ne dites plus jamais à votre santé quand vous trinquez. L'alcool fait des ravages et il n'est pas toujours facile de s'avouer qu'on est alcoolique. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, Laurence Cottet. Laurence Cottet, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, vous n'arrêtez pas d'écrire, vous êtes auteur de « Non, j'ai arrêté » et vous êtes auteur du Petit guide pour réussir son mois sobre. Voilà, vous êtes également la présidente de France Janvier Sobre. Avec moi aussi sur le plateau, le docteur Laure Pernet. Vous êtes addictologue à Montpellier. L'alcool, c'est maximum 2 verres par jour, on dit, et encore pas tous les jours. 2 verres, c'est quoi? Parce que 2 verres de bière, 2 verres de vin, 2 verres de whisky, c'est pas tout à fait la même chose. Alors quand on dit 2 verres par jour, c'est quoi? Ben, si vous vous souvenez, il y a une époque lointaine où on est dans les bars et dans les restaurants. C'est le bar du restaurant et du bar, c'est-à-dire à peu près 10-12 cc de vin, 25 cc de bière, 3 cc de whisky, voilà. Mais se souvenir de quelle est la dose qu'on a dans un débit de boisson, c'est la norme. Voilà. Et pourquoi pas tous les jours? Mais de toute façon, le mieux, c'est le moins. Et puis, c'est bien que le cerveau puisse ne pas rencontrer trop régulièrement quelque chose qui est addictogène. C'est-à-dire qu'avoir des fenêtres pour le cerveau, c'est très important. Voilà, donc pas tous les jours pour ne pas se donner l'habitude de consommer pour pas modifier de l'alcool. Alors, Laurence Cottet, vous, votre livre raconte votre expérience, comment vous êtes rentré dans l'alcool, comment vous avez vécu votre alcoolisme, comment vous en êtes sorti. Est-ce qu'on s'en sort vraiment d'ailleurs? Écoutez, j'ai cette chance de vous montrer aujourd'hui mon visage, et ce visage reflète l'absence d'alcool déjà depuis 10 ans. Alors même que j'ai connu l'alcoolisme pendant 15 ans. Donc oui, on peut s'en sortir, par contre c'est très dur et il vaut mieux pas tomber dans la maladie alcoolique. Quand est-ce que vous êtes tombé justement dans cette maladie alcoolique? Alors je suis vraiment devenue accro à l'alcool à 30 ans. Et en ayant bien réfléchi sur comment suis-je arrivée accro, en fait je me rends compte que j'ai commencé à boire très jeune, vers 15-16 ans. Avec des amis, ensuite en faculté, eh bien on picolait et on n'en était pas à la dose standard que vient de nous rappeler Laure Grelet. On était vraiment à des doses... Mais par contre, c'était associé à de l'alcool festif. Et c'est là le danger, c'est qu'il n'y a pas d'alcool festif. Voilà, mais c'est toujours festif. C'est-à-dire c'est toujours en groupe d'amis au départ qu'on va fêter quelque chose. Et finalement, il y a plein de trucs à fêter. Et on ne calcule plus la dose d'alcool consommée. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que l'alcool est un produit psychoactif qui joue sur votre cerveau. Et très vite, vous allez tomber dans cette habitude, dans cette accoutumance, dans ce phénomène d'accoutumance qui fait que vous allez augmenter silencieusement les doses et que vous allez devenir accro à l'alcool, ce que je suis devenue à 30 ans. Et alors, à partir de quel moment vous avez accepté ou vous avez réalisé le fait que vous étiez alcoolique? Moi, je m'en suis rendu compte. Donc, je n'étais plus dans le déni à 35 ans. À 35 ans, j'ai compris, parce que j'avais lu des livres témoignages, j'ai compris que j'avais tous les symptômes de l'alcoolique. C'est-à-dire l'alcoolique, ça veut dire que l'alcool, c'est l'obsession de la journée. Il n'y a que ça qui compte, et donc vous loupez tous vos rendez-vous, toutes vos obligations familiales, professionnelles, personnelles. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est avoir la dose d'alcool dans le sang. En fait, vous êtes drogué à l'alcool. Et ça a été quoi le déclic alors qui vous a fait dire bon, il faut que ça s'arrête là maintenant? Il est épouvantable parce que j'aime le relater, même s'il n'est pas agréable. Le déclic s'est fait le 24 janvier 2009. Vous voyez, je connais la date par cœur. Le jour où, alors que je suis cadre supérieur dans un grand groupe de BTP, eh bien, je m'effondre, ivre-morte, à la cérémonie des vœux devant 650 autres cadres supérieurs. Donc, j'ai touché le fond. C'est ce que l'on appelle dans notre jargon d'alcoolique. Et mon message est toujours de dire, n'attendez pas de toucher le fond pour réagir si vous pensez avoir un problème avec l'alcool. Mais souvent c'est ça. C'est-à-dire souvent on touche le fond et c'est le fond qui est le déclic finalement pour dire ça ne peut plus durer, je vais entamer un combat. Exactement. Le problème c'est que beaucoup vont rester au fond parce que ce déclic il peut être mortel. Moi j'ai eu cette chance de me relever, de me soigner.
et je n'ai pas de séquelles physiques ou neurobiologiques, mais beaucoup resteront au fond ou se relèveront avec des séquelles et il est trop tard. Combien de temps vous avez mis entre le moment où vous vous dites « faut que j'arrête » et le moment où vous avez pu arrêter? Eh ben, j'ai mis 7 ans. Donc de 36 ans à ces 48 ans, enfin je n'ai pas calculé, je crois que ça fait 7-8 ans, où tous les jours, tous les matins, je me disais je ne boirai pas d'alcool, je ne boirai pas, je tiens. Et finalement, vers 5-6 heures, il y avait ce craving, ce que l'on appelle cette envie irrésistible de boire, qui faisait que je prenais un verre. Et arrivé à ce stade de la maladie, c'est jamais qu'un seul verre qui vous suffit, c'est une bouteille, 2 bouteilles, et vous retouchez le fond. Et donc il y a eu des rechutes comme ça pendant 6-7 ans? Pendant 7-8 ans. J'ai cru que j'allais pouvoir m'arrêter seule. Or, non. Quand on est vraiment malade à l'alcool, on est obligé de se faire aider. Et finalement, c'est ce que je vais comprendre en touchant le fond. Quelques jours plus tard, je rencontre un médecin qui, pour la première fois, va me dire « Madame, vous êtes malade ». Et en fait, je ne savais pas que c'était une maladie. Et c'est ce mot « malade » qui va me déculpabiliser et je vais enfin être pris en charge par un médecin addictologue. Entre le moment où vous vous êtes effondré à cet âge et le moment où vous avez continué à lutter contre l'alcoolisme, vous avez continué à travailler ou alors non. Vous savez, non, c'est ça aussi qui est terrible, c'est que l'alcool m'a fait tout perdre. 3 jours après, moi j'étais licenciée, bel et bien, avec mon problème d'alcool entier. Et j'ai finalement, enfin, souvent je le dis, commencer les soins, je suis sûre que vous allez me confirmer cela, mais c'est un travail à temps plein. Vous savez, c'est terrible de devoir se sevrer de l'alcool. Après, il y a tout le travail psychothérapeutique. Et finalement, heureusement que j'avais du temps devant moi pour mener jusqu'au bout ce travail de soins et se soigner de manière durable. Comment on fait entre-temps? Comment on vit? D'abord, on est tellement heureux de ne plus boire d'alcool. Et chaque jour est à marquer d'une pierre blanche. Ce que l'on est en train de réussir, on croyait que c'était impossible pour nous de le faire. Donc, on vit au jour le jour, 24 heures par 24 heures, et ça va durer des mois, voire des années, pour enfin se dire « cet alcool, il est là, mais je n'en ai plus besoin ». Et vous en êtes là aujourd'hui? Oui. Ouais, c'est bien. L'alcoolisme, docteur Laurence Pernet. Alors qu'est-ce que c'est d'abord l'alcoolisme? On a bien compris que c'est une drogue finalement, c'est ça? L'alcoolisme, c'est un phénomène de dépendance. Nous, on ne parle plus d'alcoolisme, on parle de mésusage, de dépendance, parce que ça reflète plus le gradient. Et il faut faire attention parce que la plupart des gens qui consomment trop d'alcool ne sont pas forcément dépendants. Et l'alcoolisme, c'est vraiment un stade ultime, parfois tardif, qui demande, comme vous l'avez bien souligné, beaucoup de démarches et d'accompagnement. Je crois qu'il faut souligner qu'il faut être conscient de ces consommations d'alcool, parce que c'est trop boire qui est dangereux. Et l'alcoolisme, c'est être prisonnier de ces consommations, parce qu'on a une accroche forte avec le produit. C'est ça. Trop boire, c'est dangereux. Il est toujours utile de le rappeler. Pourquoi c'est dangereux finalement? Pourquoi c'est dangereux de boire? Parce que ça abîme tous les organes, parce que ça diffuse dans le sang et que le sang va partout, donc il y a une toxicité neurologique, il y a une toxicité digestive. C'est vraiment un facteur majeur en France de maladies cardiovasculaires, de cancer bien entendu. C'est d'ailleurs la deuxième cause de mortalité évitable, et c'est surtout les cancers et les maladies cardiovasculaires qui pèsent lourd, mais aussi dans l'alcoolisme aigu, le binge, les bitures express des jeunes, c'est aussi les accidents, les passages à l'acte, les violences. C'est de l'overdose finalement, ça. C'est ça, on peut dire. C'est du shoot, quoi. Ouais. C'est du shoot. Mais le coma éthylique, c'est le résultat d'une overdose. Complètement. C'est ça. Complètement. Je crois qu'il faut faire ce parallèle entre alcool et drogue. C'est important. Parce qu'on vit dans un pays où culturellement, l'alcool, c'est comme si ce n'était pas de la drogue. Oui. Culturellement. Oui, encore qu'il ne faut pas non plus choquer. Il y a quand même 90% des gens qui n'ont pas de problème avec l'alcool. Alors vous n'allez pas leur dire au moindre verre vous êtes drogué. Il faut trouver le bon terme. Moi je dis souvent il faut rester dans cet alcool plaisir. Et on a rappelé les repères de consommation et ne jamais tomber dans cette zone grise qui est l'excès ou la zone rouge qui est la dépendance comme j'ai connu. Alors justement, quels signes doivent nous alerter? Quels sont les repères objectifs qui doivent nous dire là, ça dérape, il faut que j'aille voir quelqu'un? Déjà, quand on a des difficultés à différer, à ne pas consommer, quand
il y a des critères très précis. Hein. C'est déjà cette envie forte qui nous empêche de bien contrôler cette consommation. Et puis, c'est bien sûr le besoin de doses de plus en plus importantes. Et puis, le manque quand on ne va pas consommer. Et ça peut se traduire comme un manque très fort chez les alcooliques, voire mortel, hein, quand ils s'arrêtent. Mais ça peut être aussi, je suis un peu plus irritable, je suis de mauvaise humeur si je n'ai pas mon verre, etc. Vous voyez le gradient. Et il y a bien sûr le fait de continuer, alors que les conséquences sont connues par le sujet, et on n'arrive pas, on n'est plus libre. Et puis il y a le temps passé à récupérer, à consommer, tout ça c'est des données importantes. Mais je crois que l'idée de... Vous savez, beaucoup de gens ont des dommages avec l'alcool et une grosse part des cirrhoses alcooliques ont lieu chez des patients qui ne sont pas dépendants aussi. Donc il faut rappeler que boire, ça doit être un acte conscient. Ça doit être on doit sortir de l'automatisme, ça doit être un acte réfléchi, plaisir, mais pas automatique, sans s'en rendre compte. Et ça, je crois que ça concerne plus de gens. C'est pour ça que j'apprécie la démarche de Laurence et la démarche de sobriété et pas d'interdit. Il y a un gradient de troubles et il y a un gradient d'adaptation et de choses à faire et de réponses à donner, d'ailleurs, en tant que médecin. Alors justement, ce qui est intéressant avec Laurence, c'est qu'elle nous donne tout un tas de trucs, hein, et notamment... vous avez une méthode que vous appelez H3D. Ça veut dire quoi, H3D? D'abord, je trouvais que c'était plus original que H2O. Se contenter d'eau quand on a été alcoolique. H3D, c'est une petite méthode psychologique qui tient en 4 mots. Hein. Première chose, ne pas avoir honte de sa maladie. Vous voyez, moi, je n'ai pas honte de ce que j'ai été et encore moins de ce que je suis en train de transmettre aujourd'hui. Honte. Deuxième H, être très honnête avec sa consommation. Sa quantité consommée. Et ça, très souvent, les gens disent « Oh, vous inquiétez pas, je suis au 3e verre ». Non, on en est au 6e. Donc, il faut être honnête pour que le médecin puisse poser le bon diagnostic. Ensuite, humilité. Humilité, ça veut dire « laissez-vous soigner ». Faites-vous aider, car vous ne pouvez que très rarement vous en sortir seul. Donc, honte, honnêteté, humilité. Vous vous prenez en charge, on vous accompagne, on vous aide à vous en sortir, et tout doucement, vous allez reconstruire une nouvelle vie sans alcool. Et c'est le D, c'est le désir. Une fois qu'on est assez avancé dans les soins, on se pose la question, bon voilà, je reviens d'un enfer, parce que l'alcoolisme est un enfer. Quel est mon désir aujourd'hui à réaliser? Si je prends mon cas personnel, alors même que j'étais avocate, j'ai arrêté mon métier, je me suis formée en addictologie et en éducation thérapeutique et je suis devenue maintenant patient experte. J'essaye de transmettre mon vécu de la maladie et je fais de la prévention. Et mon désir est réalisé, je suis donc dans une abstinence vraiment heureuse. Alors il y a aussi tout un tas de petits trucs au quotidien, hein, que vous dites, pas d'alcool à la maison. Si on fait un dîner avec des amis, parce qu'on a une vie sociale, il faut continuer à avoir une vie sociale, eh ben, on remporte les bouteilles après le dîner, hein, comme ça on n'est pas tenté, ou alors peut-être on les vide dans l'évier, non? Oui, c'est tous des petits trucs quand on est dans la phase de sevrage. Hein. De sevrage. L'idéal est quand même de prévenir ses proches, hein, son entourage qui, s'il vous aime, vous aidera. Hein, c'est de les prévenir, voilà, je suis dans une démarche de soins, de sevrage, aidez-moi à ne pas replonger dans l'alcool. Et là, effectivement... Donc il faut en parler de son alcoolisme, c'est moi, important. Je trouve que... C'était le fameux honte, il ne faut pas en avoir honte. Exactement, il faut je pense qu'il faut sortir de l'anonymat. Aujourd'hui, on parle d'une maladie qui touche des millions de gens, hein, et plus, à visage découvert, on en parlera comme d'une autre maladie chronique, plus on aidera les gens à aller se soigner. Je donne encore 2-3 petits trucs vite fait, hein, parce que c'est toujours utile. Pas de pâtisserie, pas de baba au rhum, hein, par exemple, ça c'est pas bien. Hein. Attention aux associations fromage, vin. Exactement. Et voilà, là par exemple, pas de bière ou de cidre sans alcool, parce que ça rappelle les souvenirs. Le goût, hein, le goût surtout, oui. Voilà. Donc il y a tout un tas de petites choses comme ça qu'on trouve dans vos ouvrages. Vous dites aussi chouchouter votre corps. Oui, je pense. Vous savez, quand on était alcoolique, on s'est fait violence. On s'est retrouvé dans des situations tellement catastrophiques qu'on a oublié son corps. Et d'ailleurs, il arrive un moment où on n'est plus présentable. Hein, le corps trahit son alcoolisme. Et donc, une fois qu'on avance dans les soins, on reprend tout doucement sens par rapport à son corps et on recommence à l'aimer, à le soigner, à prendre des bains chauds, à le pommader si on est une femme, à se maquiller. Voilà. On redevient en fait un être humain, qu'on soit un homme ou une femme. Et je pense que ça fait partie du processus des soins parce qu'on se voit évoluer positivement par rapport à ce qu'on a été.
Vous dites aussi qu'il faut libérer sa colère dans le sport. On a une colère après, on a de l'énergie, on a... oui, parce que quand on a été alcoolique, souvent, on n'a pas été sympa avec beaucoup de gens. On a dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire, souvent sous l'effet du produit. Hein. Et donc, il faut se faire pardonner et il faut se faire réaccepter par d'autres. Et il faut se reconstruire, en fait, une vie sociale. On devient quelqu'un d'autre. Chouchouter son corps, chouchouter aussi son esprit. Vous en parlez aussi. Vous dites, par exemple, il faut se faire du bien, il faut fuir les gens déprimés ou moralisateurs. Et oui, moi je le fais encore d'ailleurs. Je pense qu'il y a un moment, il faut être égoïste en fait. Souvent, l'alcoolique est quelqu'un qui servait d'autres personnes et qui se croyait obligé de faire plein de choses alors qu'il ne souhaitait pas le faire et donc il le faisait sous l'emprise de l'alcool. Arrêter de boire, c'est revenir à soi, c'est revenir à son corps, revenir à son désir. Et parfois, il faut être un peu égoïste et dire à quelqu'un « non, je ne peux pas vous aider » ou « non, je ne suis pas capable de le faire ». En fait, on se reconstruit une vie sans alcool et ça demande d'être un peu égoïste. J'espère que je ne vous choque pas en disant ça. Non, il faut s'occuper de soi, c'est voilà. tout. Voilà. Et vous dites aussi que c'est important d'avoir des gens de confiance, quelqu'un qu'on peut appeler. C'est peut-être un patient expert d'ailleurs, ou peut-être quelqu'un qui a vécu l'alcoolisme ou pas, mais quelqu'un qu'on peut appeler à tout moment quand on sait qu'on est sur le point de recraquer ou quand ça ne va pas bien. Ah oui, je pense que d'abord c'est important d'avoir le bon médecin à ses côtés, qui est joignable parfois par Internet, surtout dans la période actuelle de la Covid. Et après, c'est la thérapie du téléphone. Moi, j'ai créé un groupe sur Facebook et on a des parrains, marraines. Et en cas de coup dur, eh bien, on s'appelle, etc. Le fait d'avoir quelqu'un en face de vous qui a connu la maladie et qui s'en est sorti, c'est extrêmement positif pour la personne qui est en cours de soins. Alors vous en êtes sorti, mais ça vous arrive d'appeler un parrain parfois, de temps en temps ? Écoutez, non. Je vais vous dire non parce que... c'est bien. Ça veut dire que tout va bien. Voilà. C'est pas la peine de développer. Ça veut dire que ça va bien. Oui. Vous dites aussi qu'il faut chouchouter votre âme, pratiquer la lecture, l'écriture, une certaine spiritualité. C'est important, ça aussi ? Oui. Ouais. Je crois que quand on a connu l'enfer de l'alcoolisme et qu'on s'en sort durablement, on vit tout à fait autrement. On va à l'essentiel, on voit les choses différemment. Et en fait, on a une spiritualité différente. En tout cas, ça a été mon cas. Ça se ressent. Alors, si on n'a pas la spiritualité, la force de Laurence, Laure Perney, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi la prise en charge ? Cure de sevrage en premier ? Alors moi, je crois que justement, il faut faire attention à ne pas être aversif en disant c'est la cure, le machin. Je crois qu'il y a un gradient d'intervention en addictologie et ça va de l'entraide des proches à des groupes de pairs, à des personnes de confiance, à des addictos, mais aussi ça peut être un médecin généraliste. Pour certains, ça va être la cure, pour certains, ça ne va pas être la cure. Je crois que c'est important de transmettre l'idée que le soin il va être personnalisé. Pour les personnes les plus dépendantes, les plus en difficulté, effectivement, il va falloir tisser un réseau de liens et un réseau d'entraide. Et qui va éventuellement, pour les patients qui notamment ont un risque de sevrage physique et de dépendance physique qui se passe mal, là, il faut éventuellement une unité. Mais il y a des stratégies en amont, en consultation, en ambulatoire, en hospitalisation. Et puis, le sevrage, ce n'est pas la finalité, c'est le maintien d'un équilibre par rapport à l'alcool et d'un maintien qui soit bon pour la santé. Et là, il y a des pratiques psychothérapeutiques. C'est pas la finalité, est-ce que c'est pour autant une étape obligatoire à un certain moment ? Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. L'hospitalisation n'est pas obligatoire pour tout le monde. Et je crois que c'est important de le dire. Et je crois que c'est un contrat thérapeutique, personnel, individuel, entre un patient et l'équipe soignante. Et on a des patients très dépendants qui n'ont pas besoin d'hospitalisation, d'autres qui, au contraire, ont besoin d'une étape d'hospitalisation et ensuite d'une continuité dans cette hospitalisation pour réussir à sortir plus solide, plus fort face aux tentations, aux envies, aux situations sociales, mais même aux envies intérieures. On entend souvent parler du baclofène. C'est le médicament miracle, ça suffit pour s'arrêter de boire. C'est quoi le baclofène ? Alors il faut que vous sachiez que les médicaments, il y en a plusieurs,
qui ont des autorisations de mise sur le marché. Il y en a dont on sait aussi qu'ils sont efficaces, il y a d'autres traitements. Et surtout, ce que je voudrais souligner, c'est que tous les traitements, et notamment pour les dernières autorisations de mise sur le marché, je sais parce que j'ai participé à certains protocoles de recherche très bien faits, tous doivent être associés à une approche psychosociale. Ça veut dire, au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire une approche thérapeutique médicale. Et le groupe placebo, c'est très intéressant de regarder les résultats. Ils sont très bons. Et le médicament ajoute un plus, c'est un complément. Ce qui est compliqué, c'est... Alors, si on a fait une cure ou si on a été prise en charge, à un moment on est coucouné, il y a quand même ce milieu hospitalier, tout ça. Bon, mais après, c'est compliqué après. Je dirais c'est après le plus dur. Tout à fait. Le sevrage du produit, c'est pas le plus compliqué. On va vous donner du Valium, les vitamines, etc. Puis vous êtes chouchouté par une équipe si vous êtes en hospitalier. C'est après. Et c'est là où c'est la phase la plus compliquée, c'est le travail psychothérapeutique qu'il faut faire sur soi pour répondre à la question « Pourquoi je bois ? Pourquoi j'utilise cet alcool comme un anxiolytique, comme un psychotrope, etc. » Et ça peut se faire de manière ambulatoire, souvent avec une équipe d'addictologie qui est formée pour ça. Ça demande du temps. Moi, personnellement, j'ai quand même mis 18 mois à raison de 2 consultations par semaine. Mais ça vaut le coup. C'est un véritable travail d'introspection en soi. On va fouiller dans l'intérieur des traumatismes qu'on a pu subir et qui expliquent pourquoi on boit. Une fois qu'on a compris pourquoi on buvait, et je ne vais pas être intrusif, je ne vais pas vous demander pourquoi vous buviez, mais une fois qu'on a compris pourquoi on buvait, est-ce que d'un coup on sait aussi qu'on n'a plus besoin de boire? Tout doucement, oui. Oui. On a mis le doigt là où ça fait mal, on se fait accompagner, on ne le fait pas seul. Et tout doucement, au fil des séances, on est comme libéré. On retrouve une liberté sans alcool, on sort de l'enfer et on se reconstruit, on va vers le désir de la méthode H3. Laurence Cottet, libérée, délivrée, comme la Reine des Neiges. Alors, l'alcool, c'est compliqué en France parce que l'alcool, il est très social. Il y a un contexte très défavorable. On est un pays producteur de vin, on a une culture du vin. Et puis toute la vie sociale, elle tourne autour de l'alcool, les pots d'entreprise, les fêtes de fin d'année. On vous dit même, quand vous ne buvez pas, on vous dit qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien prendre un petit verre. Alors, c'est compliqué d'évoluer dans cet univers. Vous le ressentez, vous, dans vos consultations, ce poids social ou pas? Je trouve ça très important, d'ailleurs, qu'on puisse parler des différentes approches thérapeutiques possibles par rapport à cela, mais il faut intervenir plus tôt. Il n'y a que 10% des gens qui iront dans le soin et 10 ans trop tard. Donc c'est justement dans ces circonstances que vous évoquez qu'il faut intervenir. Les gens doivent être informés. Le premier gradient, la première intervention, c'est vraiment savoir où est la limite et me situer par rapport à ces limites. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne feront jamais de démarche addicto parce qu'ils ont peur qu'on les menace d'une cure de sevrage et de l'abstinence. Il faut le savoir, c'est la première cause de non-soin. Donc, il y a des groupes d'entraide. Il y a maintenant la e-santé avec des téléconsultations, des groupes d'entraide aussi en Zoom. Il y a plein de choses qui sont possibles. Nous, en tant que médecins, on est extrêmement affectés par le fait de pouvoir voir très peu de gens et trop tard. C'est pour ça qu'on est un groupe de médecins à avoir sorti une application d'accompagnement pour s'interroger sur ces consommations et construire quelque chose pour moins boire. Parce que c'est ça le secret et faire face. C'est une application pour les patients ou pour les médecins? Pour les patients. Alors, pour les patients. On va donner le nom de l'application, allez-y. Donc c'est MyDéfi. Et justement, le défi, c'est d'être en conscience avec ses consommations, de se rendre compte de ce qu'on consomme et d'avoir des conseils personnalisés, anonymes, discrètement, pour pouvoir modifier ses comportements et avoir des conseils d'ailleurs qui s'ajustent aux modifications de la consommation d'alcool. Et je crois que c'est important de parler des seuils de consommation comme vous l'avez fait, parce que sinon, ça dérive. On arrive trop tard. Oui, c'est terrible. Notamment, il y a un problème chez les jeunes, il faut commencer tôt. On boit des grosses quantités très tôt quand on fait des études et quand on fait des fêtes étudiantes, non? C'est en train de se calmer, en tout cas en France, mais c'est vrai que les jeunes jouent
avec l'alcool. Ils en font un jeu. Hein. C'est cette espèce de binge drinking où je bois le plus en un laps de temps le plus court et je tombe le moins rapidement possible. Bon, c'est en train quand même de se calmer grâce à des témoignages, etc. Mais je reviens au début de mon propos. Plus vous commencez jeune à boire, plus vous habituez votre cerveau à la dépendance, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que j'aime rappeler que moi j'ai démarré aussi à 15 ans. Et voilà, c'est un jeu dangereux. Il nous reste que quelques secondes. Hors problème, est-ce qu'on peut avoir une relation décontractée avec l'alcool? En quelques secondes, on arrive à la fin. Moi, en une seconde, mon leitmotiv, apprenez à boire moins, mais mieux. Et quand on a été alcoolique, là, est-ce qu'on peut avoir... Non. Abstinence complète, c'est l'idéal. Abstinence totale, tout le temps. Voilà, écoutez, je vous remercie toutes les deux d'être passées sur le plateau de Capital Santé. Laurence, je vais rappeler vos ouvrages qui sont très intéressants, très humains, très utiles. Non, j'ai arrêté, hein, le premier. Le petit guide pour réussir son mois sobre. Je rappelle aussi que vous êtes présidente de... France Janvier Sobre. France Janvier Sobre, voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez un problème avec l'alcool, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Si vous vous en êtes sorti comme vous, il ne faut pas hésiter à aider les autres. Dans les deux cas, n'hésitons pas à en parler, c'est très très important et c'est peut-être le premier pas justement pour s'en sortir. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé et d'ici là, portez-vous bien.